Merci d'accueillir le réalisateur du film, Mark Jenkin, l'actrice Marie Woodvine et la traductrice Laura Trad, avec Manu Goudet, les distributeurs, qui veut dire deux mots aussi. Je vais commencer par parler un peu de distribution, justement. Ouais. Histoire de... Non, parce que le contexte est compliqué pour les distributeurs. Il y a un distributeur qui a mis la clé sous la porte juste avant le casque, qui s'appelle Shellac, qui faisait aussi la distribution de films très indépendants et souvent novateurs. Et il y en a plusieurs autres qui souffrent. Voilà. Et du coup, j'ai envie de commencer cette soirée par remercier chaleureusement toute l'équipe des distributions qui sont vraiment des distributeurs de la découverte, qui ne se contentent pas d'explorer déjà maintes fois empruntés, et qui du coup nous font découvrir des films. Celui-là date de 2019 et il a eu le BAFTA du meilleur film anglais cette année-là. Meilleur premier film anglais. Et sans ED Distribution, ce film serait invisible en France. Voilà. Et donc ce travail de découverte-là, pour moi, il est l'équivalent du jour où ils sont venus en disant « Est-ce que vous connaissez Gaël Madine ?» Et en fait, non, on ne connaissait pas Gaël Madine, et ensuite on l'a fait venir grâce à vous. On a suivi son travail. Et pour moi, les deux œuvres résonnent dans la façon de travailler vraiment sur le langage cinématographique, d'expérimenter, mais dans une vraie générosité dans le rapport au spectateur. Voilà. Donc j'ai envie qu'on applaudisse ED Distribution. Je veux dire ces deux mots maintenant, et après on passe la parole à Marc. Je voulais te remercier de nous accueillir ici ce soir. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux ce soir pour accueillir Marc et Marie pour ce film. Qui a vu, on avait sorti un autre film de lui il y a 2 ans, qui était son deuxième film dans la chronologie, qui s'appelait Endean. Qui a vu Endean? Il va falloir qu'on le repasse. C'est parfait, on a des DVD. Et voilà, il s'en va. Vous pourriez mentir quand même de temps en temps. C'est parfait, on a des DVD à voir à la fin. C'est super. Non, mais voilà, vous allez découvrir une œuvre super. Autant Endean était déroutant sur la temporalité, sur ce qu'on est, autant la chronologie. C'est pas vrai, la chronologie de Bate n'est pas aussi simple que ça. Vous allez voir, vous laissez découvrir. Marc parle des individus, de ce qu'il connaît. Il est basé dans les Cornouailles et il parle des Cornouailles tel qu'il les ressent. Donc moi, en fait, je voulais juste remercier Stéphane de nous accueillir là, remercier Nacide et Giles King qui soutiennent le film, Laura et Lucie de Nacide qui sont justement là ce soir, et Laura qui a fait la traduction. Et voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je donne la parole à Marc et à Mary. I brought my own. Merci. Thank you. Yeah, I just want to, because I didn't do this last night, and I should have done. We had the first screening that we were attending last night, and I forgot. I would just like to repeat what you said and just say thank you to ED Distribution, to Manuel, Fabrice and Roman for the amazing support for the film. And also, just as importantly, making us feel so welcome here in Paris for the second time. So, even if the room is small. Sorry? Even if the room is small. Yeah, let's not talk about the hotel room. But it's such an honour to be here with, just to be in Paris is great, but to be here with a film and with an audience is just, it means a great deal. So, thank you. And thank you to Acide as well. Alors, donc je voulais juste faire ce que je n'avais pas fait hier, c'est-à-dire remercier ED, remercier Manu, Fabrice et Roman pour leur accueil. On va pas parler de la chambre d'hôtel qui est peut-être un peu petite, mais c'est vraiment incroyable d'être ici à Paris avec un film, avec une audience. Donc voilà, merci à vous, merci à Stéphane, à Lacide et au GMCR. Voilà. I'm not going to talk about the film because you're going to watch it and we can talk about it afterwards, but I just wanted to say Edward Rowe here, who's the lead character of the film, he just had a baby. Well, his girlfriend just had a baby, Gwethan. Gwethan is the name of the little girl, and I keep sending him pictures. Every 5 minutes I walk around the corner and then there's another picture of him, and at the moment he's sat in a hospital waiting to be discharged with the baby, and I keep sending him pictures, and this is the biggest one I've seen yet. So
just wanted to just give a shout out to Ed and his expanding family. Et du coup, je ne vais pas parler du film tout de suite parce que vous allez voir le film et on en discutera après. Mais je vais juste parler de Ed, qui est du coup l'acteur du personnage principal juste derrière vous, qui vient tout juste d'avoir un bébé, enfin sa copine vient d'avoir un bébé. Et je suis à Paris en ce moment et je passe mon temps à envoyer des photos de lui quand je le vois sur les affiches dans la rue. Et lui, il est à l'hôpital en ce moment, il attend de pouvoir rentrer chez lui avec son nouveau bébé. Donc voilà, c'est la plus grande photo de lui que j'ai vue jusqu'à maintenant. Donc, And I want to introduce Mary as well, who is in the film. Mary was also the lead in Ennis Main, so you've all seen her already. But Mary, do you want to say a word or two? Et je voulais aussi présenter Marie, qui du coup qui joue dans le film que vous allez voir, qui joue aussi dans Ennis Main, comme vous le savez sûrement déjà. Et voilà, on va laisser Marie se présenter. Bonsoir. Thank you all for being here, and I'd like to thank Edie, but also I'd like to thank Mark, because I work in theatre a lot where we live in Cornwall, but then there's not a huge amount of work for older women, so I thank Mark for giving me work. So that's it. Enjoy. Alors, donc je voulais remercier Edé, je voulais remercier aussi Marc, parce que je travaille dans le théâtre sur notre île des Cornouailles, là où on vit, et il n'y a pas beaucoup de travail pour les femmes plus âgées, donc je voulais le remercier de me donner du travail. Merci beaucoup à tous les quatre, et à tout à l'heure pour la rencontre. On est très impatients d'avoir vos retours, c'est probablement le film le plus étrange que certains d'entre vous auront vu, parce que quand même c'est un film, oui. Il est à la fois narratif et expérimental, dans une voie assez nouvelle, je crois. C'est vraiment un film qui travaille toute l'histoire du cinéma de façon assez fascinante, et notamment la question du son. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Bonne projection et à tout à l'heure. Mark Jenkin, Mary Woodvine et Laura Trad pour la traduction. Alors, donc assez vite, on vous donnera la parole pour que vous nous racontiez ce que vous avez ressenti devant ce film. On va quand même commencer par raconter 2-3 choses, parce que le film est un endroit où on voit assez peu d'œuvres, c'est-à-dire qu'à la fois il est vraiment narratif, il y a une histoire, il y a un arrière-plan narratif assez classique en un sens, par exemple la bagarre des familles, il y a quelque chose d'un peu shakespearien comme ça. Et donc il y a un soubassement narratif relativement classique, mais avec une espèce de violence exercée contre ce récit même par des inventions formelles pour faire en sorte de créer une espèce de tension à la fois par le travail du son, dont on va parler, mais aussi par la lacération de l'image, par le montage très singulier du film. Voilà. Et donc je voudrais commencer très simplement par savoir, est-ce que le récit du film est écrit de façon traditionnelle? Est-ce qu'il y a un scénario tout à fait classique? Ou est-ce que déjà, dès l'écriture, il y a la prise en compte de ces inventions formelles qu'on va développer ensuite? Well, yeah, it's written in a classical way. The screenplay looks very conventional. When we premiered the film in Berlin in 2019, Peter Bradshaw, the film critic who writes for The Guardian in the UK, described the film as being like an episode of EastEnders, which is a British soap opera, directed by Murnau. Murnau? Murnau. Alors, donc en effet, c'est une écriture, elle a été écrite de manière assez classique, c'est un scénario qui peut avoir l'air très conventionnel,
Et quand on a eu notre première à Berlin avec ce film, Peter Bradshaw, qui est un critique qui écrit pour The Guardian, l'a décrit comme étant un épisode de EastEnders, qui est comme une telenovela britannique, mais réalisée par... Murnau. So yeah, the script looks like an hour and a half long episode of a soap opera. I mean, I like the Shakespeare reference, but I don't know Shakespeare. So yeah, it's more soap opera than Shakespeare. Mais ça pourrait être vraiment un épisode d'1h30 de télévision, de série télé. J'aime bien ta référence à Shakespeare, mais je ne connais pas Shakespeare. Donc voilà, alors on va parler de Murnau alors. Non, en l'occurrence, dans les puissances du film, il y a le fait de renouer avec la puissance visuelle du cinéma muet, dont l'un des grands emblèmes est Murnau, réalisateur de l'Aurore, entre autres. C'est une espèce de foi dans l'image, une foi dans la lumière, qui du coup, d'une certaine façon, ne repose absolument pas sur les dialogues, et on va un tout petit peu expliquer comment fonctionnent les dialogues dans ce film, mais qui est probablement lié au fait que le film a été filmé entièrement sans son. Et donc, pourquoi cette technique-là? Qu'est-ce que ça t'apporte de ne pas avoir de micro sur le tournage? Et du coup, qu'est-ce que cette contrainte-là que tu t'infliges à toi-même t'incite à créer dans un second temps? Well, in the first instance, I picked up a camera that I couldn't record sound with, which is the Bolex H16. It's a clockwork camera. So you wind it, it's very noisy. I couldn't record sync sound with that camera. And so I thought it was a limitation to start with. I thought this is going to be a nightmare, not being able to record sound. But very quickly it became the best thing, the best discovery that I'd accidentally stumbled upon. And I would never record location sound ever again. Apologies to any location sound recordists in the room. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai choisi cette caméra qui n'a pas de micro, qui n'enregistre pas de son. Une Bolex 16 mm. Voilà, une Bolex exactement, qui est une caméra qui est très bruyante, qu'il faut remonter, et du coup c'était impossible d'enregistrer du son sur place, sur le tournage, et je me suis dit que ça allait être un cauchemar, pourquoi est-ce que je me suis mis cette limitation, et puis au final c'est la meilleure découverte accidentelle que j'aurais pu faire, et je n'enregistrerai plus jamais de son sur le tournage, donc je m'excuse pour toute personne qui travaille en tant qu'enregistreur de son. Voilà, c'est comme ça que je fais les choses. And when I knew that we were going to make this film and have to get all the actors back in one by one when the edit was done to record their dialogue, I decided to cut all of the dialogue from the script unless it was essential, which is why there's so little dialogue in the film compared to a lot of feature films. Et lorsque j'ai compris qu'en fait on allait devoir ramener les acteurs une fois que le montage allait être fait pour qu'ils puissent enregistrer leurs parties et leurs dialogues, j'ai décidé de couper tous les dialogues du film et ne rester que sur les dialogues les plus essentiels. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de dialogues dans ce film en comparaison avec quelque chose de plus classique. Alors on va revenir après sur le sens du film et notamment sur ce rapport entre les touristes et les différents types de travailleurs qui habitent à cet endroit. Mais avant, je veux profiter de la présence de Mary pour lui demander d'une part comment dirige Mark, comment il travaille sur le plateau avec cette particularité de l'absence de son, et puis qu'est-ce que c'est que de revenir pour enregistrer des voix sur un film sur lequel on a déjà travaillé à l'image. When you're filming,
you don't think it doesn't make any difference that there's no recorded sound, because you have to perform there and then. It has to be immediate what you're doing at that moment. So you don't change your performance because you know it's not being recorded. I love working with Mark, and I think that's what's been so interesting about the most recent film, is having other actors. So for me, this is normal working now, like this. And that's why with the new film, I think for other people it's stepping into something very new. But for us, it's kind of normal the way we work. But it is really weird coming back to it after you've finished and having to watch yourself and watch the scene and then put the dialogue on afterwards. Sometimes you want to change it. You think, oh, this will be better if I do it like this. But it won't match the visuals. The speech won't match the visuals if you try and change it. So you tend to come back and just do the same performance that you gave on the day. But it's great. It's a great way to work. And it's harder in some ways to come back and do it again. It's harder. Alors, donc, quand on filme, quand on joue devant la caméra, il n'y a vraiment pas de différence que le son soit enregistré ou pas, parce que voilà, c'est une performance qu'il faut donner, qu'on donne de manière immédiate. Donc on ne change pas nécessairement son jeu, ni sa manière de travailler sur place au moment du tournage. Et moi j'adore travailler avec Mark, et c'est presque devenu, enfin pour moi c'est quelque chose de normal de travailler comme ça. Et c'est toujours chouette de voir que c'est une nouveauté pour d'autres personnes, mais pour nous voilà, c'est quelque chose d'assez normal comme manière de travailler. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de revenir ensuite pour se revoir, pour refaire le dialogue, et on a parfois envie de changer des manières de faire, mais à ce moment-là ça ne collerait plus avec le visuel, avec l'image qui a été tournée, donc on finit par redonner exactement la même performance quelque part, et c'est quelque chose qui peut être un peu plus difficile, oui, c'est vrai. C'est drôle qu'il y a plein de cinéastes dans l'histoire du cinéma qui ont changé leur dialogue en post-synchro. Hein. Le plus connu d'entre eux étant Fellini, où très souvent ils demandaient même aux acteurs de jouer en yaourt. Donc ils bougent la bouche, mais ils disent rien, et ensuite il écrit le dialogue après le tournage. Donc ça existe aussi, ça, pour les prochains films. Oui, I've done that when I've been unsure about the dialogue. And I'll be ready to film, and then I'm not quite sure what the dialogue is going to be, so I'll move the camera to here, and then I can write the dialogue later. Ouais, c'est quelque chose que j'ai fait aussi quand j'étais prêt à tourner, mais je n'étais pas sûre de mes dialogues. Je bougeais la caméra un peu plus loin, et comme ça je pouvais décider des dialogues plus tard. Bientôt, il pourra utiliser l'IA et filmer les gens de face et modifier la bouche des personnages. C'est un autre rapport au cinéma. Non, disons un mot avant de vous passer la parole sur le propos même du film. C'est-à-dire que vous filmez un espace qui est votre espace de vie ou qui est assez près de l'endroit dans lequel vous vivez. Et on voit bien qu'il y a des rapports de force entre des modes de vie, c'est-à-dire en l'occurrence le mode traditionnel, celui du pêcheur, mais en l'occurrence qui a perdu son bateau. Et puis, du coup, cette nouvelle utilisation du bateau, c'est-à-dire le surgissement du tourisme de masse, qu'on voit non seulement quand un touriste se déguise en guide, mais aussi, il y a ça quand même dans le film, mais aussi dans cette engueulade sur mais attends, il ne faut pas faire de bruit avant 8 heures du matin, et donc ce débat sur l'horaire des marées. Voilà. Et donc, au cœur du film, il y a quand même ce conflit-là entre les générations, mais aussi des époques, sur qu'est-ce qui fonde l'économie de ces lieux-là. Pourquoi c'était important de prendre en charge cette dimension-là, de cet espace, et qu'est-ce que vous vouliez dire de cette rivalité entre les locaux et les touristes? What's in the film? Oui. I mean, that's it really. You know, the film is my comment on the situation, and hopefully it's not too black and white.
I always feel funny using the expression black and saying, oh, it's not black and white, because it is black and white. But hopefully, I don't want it to be simplistic. It's not good against bad, you know, it's not one side against the other. And a lot of it is, Mary's character is the grey area in the black and white, because she does understand what the place is when she leans out of the window and sides with the fishermen. And even the fishermen are a bit like, you know, they're a bit confused that she's seemingly on their side at that moment. So I wanted it to spark discussion, which is why I'm reluctant to talk too much about it, because I don't want to tell people what to think. Alors, donc oui, c'est à peu près ce que tu as dit. Ce film est mon commentaire sur cette situation. Et je voulais faire quelque chose qui soit pas trop manichéen, pas trop noir et blanc. C'est un peu marrant d'utiliser l'expression pas trop noir et blanc quand le film est littéralement en noir et blanc. Mais voilà, je voulais que ce soit pas trop simpliste, qu'il n'y ait pas voilà, un bon côté et un mauvais côté. Et la zone grise, la zone de nuance, c'est vraiment celle du personnage de Marie, qui est un personnage qui comprend cet endroit. Et la scène où elle se penche à la fenêtre et qu'elle prend le parti du pêcheur, c'est vraiment une scène voilà, qui montre ça. Même le pêcheur en lui-même est un peu confus. Et ouais, je voulais que ce film crée de la conversation, fasse réfléchir à propos de cette situation. Et c'est pour ça que moi, j'aime ne pas trop en parler, parce que je préfère vous laisser penser par vous-même. Ça s'appelle une transition. Qui veut poser la première question ou réagir au film? Ouais. Si. So, Britain has a long tradition of working class representation in movies. And so I wanted to ask you where you situated this movie in terms of this long tradition, whether you had any inspiration, for instance. Alors, je traduis rapidement la question. Donc, le Royaume-Uni a une longue histoire de représentation des classes populaires au cinéma. Et je voulais savoir où est-ce que vous situez votre film dans cette histoire-là et quelles étaient vos inspirations, vos influences. I'm not really sure. Maybe my influence certainly isn't British social realism. I'm not interested in British social realist cinema. I watch it and I like it, but I'm not interested in making it. I think formally my influences are more maybe somebody like Nicholas Rowe. But he made films predominantly about the middle classes and their predicaments. So I think formally I'm influenced by Nicholas Rowe, but not in terms of the subject matter. And I always say with this film, I watched this last night for the first time in 6 years, and I thought there's a lot of Nick Rowe in this film, and there's a lot of Bresson's influence on me in this film. Alors, je dirais que mon influence n'est pas celle du cinéma de l'ordre du socio-réalisme britannique. C'est un cinéma que je regarde, que j'aime, mais qui ne m'intéresse pas, que ça ne m'intéresse pas d'en faire. Et là, en revoyant le film pour la première fois depuis 6 ans, hier soir, je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'influence de Nicholas Rowe, plus en termes formels, parce que c'est un cinéaste qui s'intéresse plutôt à la classe moyenne et à ses problèmes. Donc en termes formels, je suis inspirée, mais pas nécessairement dans le fond. Et hier, en revoyant le film, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de Nicholas Rowe et beaucoup de Bresson aussi. And I would say the editing of Agnes Varda is my other big love. So I'm sorry, I'm really playing to the crowd here, but my 3 big heroes are Agnes Varda, Robert Bresson and Nicholas Rowe. Et en termes de montage, j'ai beaucoup d'amour pour le travail de Agnes Varda, donc voilà, je suis peut-être, je vous flatte peut-être un peu en tant qu'audience française, mais Bresson et Varda et Roque, voilà, les 3 influences.
Alors, Varda, ça passe par des jeux de montage, parce que quand même le film est monté de façon très singulière, notamment par du montage alterné, c'est-à-dire comment tout à coup faire dialoguer des séquences qui ont lieu en même temps, mais qui sont à distance, et les monter de façon très rapide, de manière à créer une sorte de confusion sur la source des voix. Et Bresson, alors on va peut-être répondre là-dessus, sur la question de pourquoi avoir choisi ce type de montage alterné, très rapide, et qu'est-ce que ça produit sur le spectateur, ou qu'est-ce que ça cherche à produire sur le spectateur. Yeah, well, I think my editing style is much more influenced by Nick Rogue, and Daguerreotypes by Agnes Varda I think is the greatest edited movie of all time. Obviously, my editing has got nothing to do with my love of Bresson. Bresson would hate this film. C'est probable. But I love montage, and I love the ability that film has to jump around in time and space. And I think film language is so connected to our own consciousness that our consciousness is completely linear. I can jump. I've got a friend who's in Australia at the moment who just messaged me. I can jump to Australia in my head. I don't have to travel there to experience Australia. I can see him there now. And I can jump back in time in my head and jump forward in time in my head exactly the same as you can do with cinema. And I think that's why cinema had to be invented, was to make sense of the complicated ways that our consciousness worked, or works. Alors, donc en termes de montage, je suis très inspirée par Rogue, et aussi par Daguerreotypes de Daniel Varda, qui pour moi est un des plus grands films le plus grand film de montage du monde. Pas du tout en termes d'inspiration bressonienne, je pense que Bresson détesterait ce film. Mais j'adore le montage, j'adore la capacité du cinéma à se déplacer dans l'espace-temps, à se mouvoir. Notre conscience à nous n'est pas linéaire. Je parlais à un ami à moi qui est en Australie, mon esprit peut sauter en Australie à n'importe quel moment, il peut sauter en avant, en arrière dans le temps. Et je pense que c'est pour ça que le cinéma a été inventé, pour qu'on puisse essayer de faire sens de notre conscience si compliquée, notre manière la manière de notre conscience qui peut se déplacer comme ça dans l'espace-temps. Et Bresson, il est plutôt du côté de l'usage du gros plan dans le film, ou du rapport aux objets d'ailleurs. Par exemple, le rapport à l'argent, qui est important, c'est que c'est petit décomposé tout au long de la boîte ronde. Quelle place vous avez trouvé aux objets? Parce que c'est lié aussi à votre façon de filmer, bizarrement. Les gros plans sur la statue, par exemple, mais d'autres types de gros plans dans le film qui vont s'arrêter sur un objet ou un fragment du corps. Je pense aux pieds et aux chaussures, par exemple. Voilà. D'où ça vient, ça, et dans quelle mesure c'est lié aussi à votre façon de filmer pour l'information. How is it linked to your way of making films? I think there's two answers. One is I'm interested in the way that film can give significance to the seemingly insignificant. So this story is insignificant until it becomes a film, and then the fact that it is a film, it becomes significant. Whether people engage with it or not, the fact that it's been made into a film renders the insignificant significant. And on a micro level, the close-ups and inanimate objects, I think inanimate objects tell you more about characters than dialogue can. So I like filming objects and implying their relationship to humans. And then the third answer I would have is, when I load the camera with a roll of film, I know the beginning of the roll and the end of the roll are probably going to be fogged. But I don't want to waste that bit of film. So normally I will film something
that's just near me before we start filming what's on the shot list. And so I end up in the edit with shots of lots of objects. And then when I'm in the edit, I work out whether they mean anything, or whether they can take on a meaning if they're edited into montage. Sorry. Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que je suis intéressée, ce qui m'intéresse, c'est de donner du sens à ce qui est insignifiant. Et cette histoire-là est insignifiante, et c'est en devenant un film qu'elle prend de la signification. Donc le fait de la filmer, le fait de lui donner du sens, lui donne son sens. Et ensuite, pour parler de manière plus précise des gros plans dans le film, j'aime beaucoup les objets inanimés, parce que je trouve qu'ils peuvent en dire beaucoup plus long que les dialogues, et qu'ils peuvent suggérer des comportements humains, des relations aux êtres humains. Et ensuite, une réponse plus technique, c'est que quand je vais commencer une nouvelle bobine de pellicule, je sais que le début et la fin seront brouillés, mais je n'aime pas gâcher cette pellicule-là, donc je filme quelque chose autour de moi, des objets, et puis au montage plus tard, je filme avec beaucoup de plans d'objets, beaucoup de plans de différentes choses, et c'est à ce moment-là que je vois qu'est-ce qui pourrait devenir significatif, à quoi je pourrais donner du sens. D'autres questions ou réactions? Oui. J'aurais une question juste par rapport au film qui est analogique, donc le moment où c'est filmé. Est-ce que le montage aussi c'est analogique ou c'est sur le computer? C'est-à-dire qu'il y a le pomme Z qui est possible sur le computer, mais pas sur le film, c'est plus compliqué. Voilà. Is there anything that is like digital, or is everything analog? The process is so I hand process the negative. So I spent 3 months processing the negative in the sink in my studio, frame by frame. 128 rolls of film over 3 months, and then when I've processed it all, it gets sent to Kodak, who then scan it to a digital file, and then I edit digitally, and then it's either a DCP, like you watched this evening, or we always have a 35mm print. We always print back to film at the end of the process. All of the sound is added by me during post-production, including the music, and all of that's done on tape, on 1/4-inch tape, and then that's digitized at the very final moment into the edit. So it stays analog as long as I can keep it analog. Alors donc le processus de développement, c'est que je développe moi-même de manière manuelle tous les négatifs, donc pendant 3 mois à la main dans mon studio, dans mon évier. Et ensuite, une fois que c'est développé, j'envoie donc la pellicule à Kodak, qui me renvoie un fichier digital. Et je monte sur ce fichier digital. Et ensuite, le film final peut être sur DCP, comme c'est le cas avec ce que vous venez de voir. Mais on réimprime toujours aussi sur pellicule en 35 mm. Du coup, l'idée, c'est de garder le processus analogue le plus longtemps possible. Voilà, pour pouvoir... That I keep it as analog as long as possible. Donc voilà, le plus long possible en analogue. Et après, il expliquait qu'il faisait les sons lui-même. Voilà, ouais. Et tous les sons sont faits moi-même aussi, donc sur la pellicule directement. J'ajoutais d'ailleurs que parfois il double plusieurs personnages. C'est le cinéaste qui fait le plus de trucs tout seul au monde. Enfin, yeah, I realised that there's my voice is in the film several times. There's different characters. The waiter in the pub. That's me. Somebody who walks past Ed at the end when he says, "Right, morning." That's me. Ma voix, that's my best moment. Save the best parts for yourself.
Ma voix est dans le film à différents moments. Je fais la voix du serveur dans le pub, je fais la voix d'une personne qui croise Ed à la fin et qui lui fait « Hey ». C'est peut-être voilà, ma meilleure performance. J'ai gardé les meilleures parties du film pour moi. When I'm editing, before the actors have come in and recorded their dialogue, I edit the film and I need to hear the dialogue to be able to edit it. So there is a version of the film where I'm doing the dialogue for every character in the film, which I think is a surrealist masterpiece. Et quand je monte, j'ai besoin d'entendre les voix pour pouvoir monter avant que les acteurs ne viennent pour enregistrer leur dialogue. Donc il y a une version du film qui existe où je fais la voix de tous les acteurs, de tous les personnages. Et à mon avis, c'est un chef-d'œuvre surréaliste. Je reviens sur la réponse précédente, sur le bain et le développement par lui-même. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine du coup des zébrures qu'on voit dans le film, des images parfois absentes, enfin, d'où ça vient ça, cette texture de l'image? Yeah, I developed the film in a rewind tank, and I have to wind the film backwards and forwards through the developer, and the fix and the wash in each roll takes over an hour, and I wind it backwards and forwards, and it's very boring. So I would watch television while I was doing it. Which is really boring sometimes also. Yeah, but it was the first time I'd subscribed to Netflix, was and I watched Stranger Things. Okay. Which I found quite scary. So I'd be developing it and then something would happen and then I'd slow down again, and that's why the flicker comes from. You have to do it consistently to get a consistent image. So there's bits in the film where it flickers so much, I think I was watching Stranger Things when I was developing that. Alors, donc, j'ai développé le film dans une cuve. Et il faut agiter de manière constante la bobine pendant 1 heure. C'est un processus qui est assez ennuyant. Et du coup, je me suis mis à regarder la télévision en faisant ça, et je m'étais abonnée à Netflix pour la première fois, donc je regardais Stranger Things. Les zébrures en question, comme c'est une série qui pouvait me faire peur, les moments qui me faisaient peur ou qui me créaient des émotions, c'était le moment où je pouvais agiter plus vite et ça m'empêchait d'avoir une image constante. Et c'est ça qui est à l'origine du coup des zébrures et des imperfections de l'image. Une autre question ou réaction? Oui, allez-y. C'est juste que j'ai vu qu'il y a un Foley artiste à la fin. Et est-ce qu'on peut un peu savoir quelque chose avec le travail de comment ça s'est passé? Parce que c'est un peu rare aujourd'hui, je pense, de ce genre de métier. À voir la tête de vos voisins, je suis pas sûr que tout le monde ait compris votre question. Non, il y avait un Foley artiste, quelqu'un qui fait du bruit, un bruiteur, c'est ça? Et c'est ce que je voulais savoir un peu plus de travail avec le bruiteur. So in the first instance, I do all the Foley myself in the studio because there's not much dialogue in the film. A lot of the rhythm of the edit is based on the Foley, so footsteps and doors opening and closing. But then when we get into the mix, some of my Foley isn't very good, not very well recorded. So then it's replaced by a Foley artist. Alors donc dans un premier temps, je fais tous les bruitages moi-même parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film. Beaucoup du rythme est basé sur ce bruitage, sur tout le son du film. Et après, dans un second temps, au moment du montage, certains de mes bruitages à moi ne sont pas très bons, et c'est à ce moment-là qu'un artiste Foley, donc un bruiteur, intervient pour faire son travail à lui. But sometimes when I was in the mix, I would say the Foley would be laid into the mix, and I would tell them to take it out and put mine back in because theirs was too good.
Mais parfois, au moment du mixage, lorsque voilà, le bruitage plus professionnel était mis, je leur demandais de l'enlever et de remettre le mien parce que le leur était trop bien. On the new film, my dubbing mixer, all of the Foley was done by somebody. All the Foley was sent away to be done by a Foley artist, and you would never normally meet the Foley artist. But my dubbing mixer messaged the Foley artist before our UK premiere and said, "You need to come and see the film." And the Foley artist was like, "Why?" He said, "Because you won't have heard a film where your Foley is so high in the mix. You'll be a hero at the screening. Everybody will want to meet the Foley artist who did the Foley." Et pour mon nouveau film, au moment du mixage son, d'habitude tout est envoyé à l'artiste Foley, on n'a pas de contact avec lui. Mais cette fois-ci, on l'a contacté par avance pour lui demander de venir voir le film, parce qu'il n'aura jamais vu un film où le bruitage et l'artiste de bruitage serait aussi important, qui sera un véritable héros du film, avec toute l'ampleur que le bruitage prend dans ce film-là. And this film was not meant to have any music in it. It was going to have no score. But when I was doing the Foley myself, I got so sick of having to do footsteps that I thought I'm just going to record some music and put it over it so I didn't have to do the footsteps. And that's why there's music in the film. Et ce film-là, à l'origine, ne devait pas avoir de musique du tout. Et à un moment, j'en ai eu tellement marre de faire des bruits de pas que je me suis dit que j'allais mettre de la musique pour que ça prenne de cette place-là. Et c'est pour ça qu'il y a de la musique dans ce film, pour m'éviter le travail de faire le bruitage des bruits de pas. Je te raconte du coup que notre dernière invitée, c'était Juliette Binoche avec sa monteuse. Et la monteuse de Juliette Binoche, qui est montreuilloise, a travaillé avec Agnès Varda. Et elle disait qu'elle était sidérée parce que Agnès Varda faisait ça, c'est-à-dire qu'elle bruitait les pas au moment du montage et du mixage. Et donc il y a des choses, et elle a enregistré des voix aussi de temps en temps. Donc plutôt que de se renvoyer à un professionnel qui allait renvoyer le travail des jours plus tard, tout ça, elle préférait le faire elle-même. Donc parfois elle changeait de chaussures pour faire elle-même le bruitage des bruits de pas. Yeah, good. There's no place for professionals in filmmaking. C'est pas un endroit pour les professionnels de cinéma. Une petite dernière aux réactions. Hein. Non. Ah, pardon. Oui. Bonsoir, moi j'ai adoré votre film, c'est une belle découverte. Et je voulais savoir si l'acteur, il avait fait un stage pour apprendre les nœuds marins, s'il avait fait un stage de pêche, s'il vous plaît. No. We didn't use his hands. Oh. He has the hands, he's a big guy, but he has the hands of a concert pianist. So the guy who plays the older fisherman who keeps appearing, he's a real fisherman, so we used his hands. So if you watch it again, you'll notice that this guy who's 40 has got the hands of somebody significantly older when you see the knots being tied. Alors non, parce que ce ne sont simplement pas ses mains qu'on a filmées pour attacher les nœuds. C'est peut-être un grand gaillard, mais il a vraiment les mains fines d'un joueur de piano. Et du coup, c'est le vieux pêcheur qu'on voit, qui est un vrai pêcheur, et ce sont ses mains à lui qu'on filme pour toutes les scènes de nœuds. Et en voyant le film, vous verrez que l'acteur a peut-être la quarantaine, mais que les mains qu'on filme sont des mains de personnes beaucoup plus âgées. Ah oui. Mais alors, on peut... Ah pardon, tu voulais continuer ? Non. Non, parce qu'on a commencé sur le cinéma narratif et le cinéma qu'on appelle expérimental, mais on peut aussi du coup conclure sur le rapport entre la fiction et le documentaire, parce que dans le film, il y a un désir d'enregistrer des choses documentaires. Il y a un désir de raconter quand même vraiment ce lieu-là, ces techniques-là, ces hommes-là, entre autres. Voilà, et donc je voudrais que tu nous parles de ça, du fait d'inclure des choses documentaires, y compris sur la pêche, y compris cette technique de pêcher sans bateau à partir de la plage. Pourquoi c'était important, alors que le film est par ailleurs tout à fait narratif et fictionnel.
the fishing from the beach with a net is something that I used to do with my mentor, a man called Nick Dark, who the film is dedicated to, who was a playwright and a fisherman, and he used to shoot a net on the beach in this way, and I used to shoot it with him. So that was very special for me to be able to put that in the film. It wouldn't have been in the film originally because the original script of the film, both of the brothers had boats, but just before we were going to shoot, we lost some budget money, and we had to cut one of the boats. So suddenly he was a fisherman who didn't have a fishing boat, which was kind of brilliant, but I didn't think of that. I was forced into that. Alors, donc le fait de pêcher à partir de la plage avec un filet, c'est quelque chose que je faisais moi avec mon mentor, un homme qui s'appelle Nick Dark. Et c'était un pêcheur et un dramaturge. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécial d'avoir pu le mettre dans le film. Mais à l'origine, dans le scénario, ça n'y était pas parce que il y avait donc deux frères pêcheurs et les deux avaient chacun un bateau. Mais on a perdu un peu d'argent au moment du financement et on a dû couper un des bateaux. Et c'est là que l'idée d'un pêcheur sans bateau est arrivée. Mais c'est pas moi qui l'ai pensé. And it was very lucky that we didn't have the other boat because Ed told me just before we were going to start filming that he gets terrible seasickness. And in fact, you only see him on the boat at the very end of the film. And that close-up, when he's looking very thoughtful, is actually a man trying not to be sick onto the camera. Alors, on a été très chanceux de ne pas avoir ce deuxième bateau parce que juste avant de commencer à tourner, Ed, l'acteur, m'a dit qu'il avait un mal de mer absolument terrible. Et on le voit sur un bateau qu'à la toute fin et ce regard pensif qu'il a est simplement le regard d'un homme qui essaye de ne pas vomir à bord du bateau. I showed a rough edit of the film to a small audience, just a test audience, and the scenes with the net on the beach. When the film was screening, I said, after the screening, I said, those sequences are too long, they're going to be cut shorter. And everybody said, no, don't cut them shorter. It's really interesting. They hadn't seen, even though they were Cornish, they hadn't seen that process of fishing, and actually they were interested. And it was an example of, again, something I thought was insignificant because I know it very well, but by pointing a camera at it, editing it together and putting it on a screen, it suddenly becomes significant to the viewer, and we kept them in as long as they were in the rough edit. Alors il y avait une version d'un montage pas définitif qu'on a montré à une petite audience. Et il y avait du coup toutes ces scènes de pêche sur la plage avec le filet. Et on leur avait dit qu'on allait couper ces scènes, mais l'audience a répondu ne les coupez pas, même si c'était une audience qui était de l'île des Cornouailles. Ils n'avaient jamais vu cette technique et c'était quelque chose qui les intéressait. Alors que pour moi, comme c'est quelque chose que je connaissais très bien, je trouvais ça insignifiant. Mais le fait de les filmer, le fait de les monter, leur a donné du sens. C'est aussi parce que plastiquement, ça fait partie des plus belles scènes du film. C'est-à-dire que, y compris le contraste avec le filet lui-même, la blancheur du filet, le travail sur les matières. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient du cinéma muet, que vous n'avez pas cité comme influence, mais on sait qu'il y a une carte blanche que vous avez donnée à un cinéma parisien. Vous aviez choisi Finistère de Jean-Yves Stein. Moi, le film me fait penser à un film très méconnu d'Alfred Hitchcock qui s'appelle The Man X Man, qui est censé être filmé. Il y a vraiment un rapport à la matière qu'on a un peu perdu parfois après le passage au parlant. Le nom du film de Hitchcock, The Man X Man. The Manx Man? Yeah. Yeah. Yeah, I think it's obviously not a silent film, but it's made with the freedom that the silent film directors had, without having to consider sound. So there's an immense freedom to that type of filmmaking, but there's also a pressure to capture the story visually, which I think is old-fashioned.
I think I love the work of Humphrey Jennings, who could tell a story with just visuals. The voices and the soundtrack were elevated the visuals, but it worked with just the visuals. And I love the potential for cinema to be universal. The barriers of language are removed. Yeah, does that answer your question? Yeah. Alors, donc ce n'est clairement pas un film muet, mais il a été fait avec la même liberté que celle des réalisateurs et réalisatrices de films muets, dans le sens qu'on n'est pas obligé de prendre le son en considération. Et du coup, il y a peut-être plus de pression d'un point de vue visuel, d'un point de vue esthétique. Et j'aime beaucoup, par exemple, le travail de Humphrey Jennings, qui pouvait raconter des histoires magnifiques avec juste des images. Et j'aime beaucoup l'idée d'un cinéma universel qui n'a pas besoin de la bande-son. La bande-son peut ajouter quelque chose au film, mais ça passe vraiment par l'image. Voilà. And also, I think that this type of filmmaking, you can be much less disruptive. So we could go into a community and be unnoticed because we weren't asking anybody in the community to be quiet. As if people weren't in the shot, they could do whatever they wanted. So as long as we were not showing people, like where we filmed at this harbour, it was in the summer, so this harbour was so full of people everywhere, and it was so noisy. Even the very quiet scenes on the beach shooting the net, there was so much noise, but we didn't have to worry about it. And the way you can keep all of that off the film is by, one, not recording any location sound, and then you move the camera closer to the subject until whatever's making the noise isn't in the shot anymore. And I think that's quite an old-fashioned technique as well. Rather than going into a place and saying, right, we're the filmmakers, everybody shut up, everybody move out of the way, we go in, and most of the people in this village didn't know there was a film being made. Alors, je pense qu'avec cette manière de faire des films aussi, on prend beaucoup moins de place, on peut se faire beaucoup plus discret, parce qu'on demande à personne de ne pas faire de bruit, et tant qu'il n'y a personne dans le cadre, ça peut être aussi bruyant qu'on veut. Donc on a vraiment filmé ce film en été, il y avait des gens partout, du bruit partout, mais ce n'était pas grave. Et garder tout ça voilà, garder tout ça permet au film de ne pas devenir quelque chose de très traditionnel, qui permet de, voilà, à la fois garder tout ce bruit en dehors du film, et du coup c'est grâce au fait de ne pas enregistrer du son sur place, mais aussi de rapprocher la caméra pour que le cadre soit plus resserré, et que du coup il n'y a pas cet aspect de, voilà, que tout le monde se tait, on va tourner un film. Il y a une manière d'être qui est beaucoup plus discrète, qui passe à travers ce rapport au son, et à travers ce rapport au cadre plus serré. Je ne peux pas ne pas raconter du coup un truc. C'est que un des films qui illustre le mieux exactement ce qui vient d'être dit, ça s'appelle Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Et il se trouve que nous venons de terminer le montage de 3 making-of de ce film de Tati en 1951. Il y avait des amateurs qui sont allés filmer Tati en train de filmer sur la plage. Et grâce à ces making-of, on voit qu'il filme au milieu des vacanciers, en plein été. Il y a des gamins qui courent partout, mais il filme sans son. Et donc du coup, il s'en fout. Et donc il filme vraiment au milieu des vacances, perturbé par des gens, en acceptant du coup des passages, et parfois en étant un tout petit peu control freak, parce que c'est quand même Tati. Mais vraiment sur la question du son, c'est assez fascinant, parce qu'évidemment, le fait d'avoir décidé de ne pas enregistrer les sons sur cette plage change entièrement la nature du tournage. Diffusion de ce petit film qui s'appelle Tati tourne le 16 juillet au Méliès. Fin de la pub. Ouais. Be there. Please. I watched the first few times I watched that film. I watched a version with no subtitles, and I knew the film, and then I watched it with the subtitles, and it was like, oh okay, because it was the visuals, you know, the sound. There's comedy in the sound, but you know, the story's there. It's a visual story. Sure.
La toute dernière, pardon, excuse-moi. La première fois que j'ai vu ce film, d'ailleurs, le film Les vacances de Monsieur Le de Tachit, j'ai regardé sans sous-titres. Et la deuxième fois, j'ai vu avec des sous-titres, donc j'ai un peu mieux compris. Mais même s'il y a de la comédie, c'est surtout une histoire visuelle, donc j'avais compris dès la première fois, quelque part. La toute dernière, il y a quand même aussi un rapport entre les générations à l'intérieur du film. Et pour le coup, on ne s'attend pas forcément à ce que le conflit majeur et le plus tragique porte sur la génération la plus jeune, y compris parce qu'avant, il y avait cette espèce de jeu de mise en parallèle des repas, par exemple, entre les homards et les pâtes. Et donc, il y a quand même vraiment une espèce de sympathie pour cette histoire d'amour. Et du coup, on peut s'interroger sur le sens que véhicule cette tragédie pour le jeune homme. Voilà, est-ce que ça veut dire que l'univers de la pêche, l'équipage meurt en fait? Et donc, du coup, la possibilité aussi de transmettre, de former la génération nouvelle. Comment vous positionnez par rapport à cette lecture-là, qui est d'une certaine façon, on reprend la mère à la fin, mais en fait, le neveu n'est plus là, le fils n'est plus là, et donc ça va s'arrêter. Il y a la fille. C'est vrai. Mais c'est peut-être ça le sens de la fin. J'espère. Yeah, I mean the love story between the young people, Romeo and Juliet, it is Shakespeare. After all, did you read it? No. It's Romeo and Juliet is a rip-off of a very ancient Cornish story. Anyway, so, Tristan and Isolde. I read a review. I think it was on Letterboxd. I read a review. Somebody said that Neil, the nephew, represents compromise. So he's the compromise between the warring sides because he's got a foot in each camp. And then they said, but there's no room for compromise, which is why he has to die. And I thought, oh, that's quite depressing. Alors, donc en effet, c'est une histoire d'amour, tiens, comme Roméo et Juliette. Donc il y a peut-être un peu de Shakespeare après tout, même si Shakespeare a volé l'histoire de Roméo et Juliette à une belle histoire des Cornouailles. Et j'ai lu une critique sur Letterboxd qui disait que Neil, le neveu, représentait le compromis. Il avait un pied dans chaque camp. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'il meure, parce qu'il n'y avait pas de place pour le compromis. Et j'ai trouvé ça un peu déprimant. I think the final images in the film where the two warring brothers are together, and you don't see any warmth between them, but they are together on the boat again, and the younger generation is on the boat, and the younger generation is female. I think all of that is a hopeful ending. There's a tragedy, but from tragedy comes hope. If something ends, it means it's the start of something else. Something has to start when something else ends. So without prescribing a meaning on it, from my point of view, I would say that the ending is hopeful. Et donc, il y a quand même cette image finale dans le film où les deux frères sont ensemble sur le bateau. On ne voit pas nécessairement quelque chose de très chaleureux entre eux, mais ils y sont tous les deux sur le bateau, avec la nouvelle génération. Cette nouvelle génération est féminine. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir, à partir de la tragédie, on arrive vers l'espoir. Quand quelque chose se termine, il faut que quelque chose d'autre commence. Et je dirais que quand même, la note, sans asséner un sens à mon propre film, je dirais que la note finale, il y a quand même de l'espoir à l'intérieur. And maybe the boat will be used for both things. Sometimes it will take holidaymakers out, and sometimes it will be fishing. And maybe that's the compromise. Maybe that's the change that the fishermen have to make. I'm increasingly thinking, since I made my last film, Rose of Nevada, which is about a fishing boat again, I'm increasingly seeing the parallels between cinema and fishing. The fishing industry in the UK is everybody's always saying it's dead. It's just about to die. And then something happens and it reinvents itself. Same with cinema. Every day, cinema's dead. It's not dead.
and in fact, it hasn't changed in 130 years. You know, we've been doing exactly what we're doing now for 130 years. But cinema is malleable, and it moves, and it finds new ways of surviving. So, you know, when TV came out, cinema went wide, and the audience came back. With fishing, it's exactly the same. So I think the end of the film, I don't know whether they go out on that one trip, and then the two brothers never speak to each other again, or maybe they fish together for the rest of their lives. I don't know, but I like to leave it on that note of hope. Did you have a thought about it? Because we were kind of talking last night, having seen... Sorry. Et depuis mon dernier film, je vois de plus en plus un parallélisme entre l'industrie de la pêche et celle du cinéma. En tout cas, en Grande-Bretagne, on passe notre temps à dire que l'industrie de la pêche va mourir. Elle ne meurt pas, elle se réinvente. Et c'est la même chose avec le cinéma. On passe notre temps à dire le cinéma est mort, mais il n'est pas mort. On fait la même chose depuis plus de 120 ans. Sauf que le cinéma est malléable, il s'adapte. Quand il y a la télévision, l'écran est devenu, l'image est devenue plus large avec du scope et les audiences sont revenues. Et voilà, avec cette scène finale entre, je ne sais pas si c'est la seule fois que les deux frères vont aller pêcher ensemble ou s'ils vont continuer à le faire pour toujours, mais je pense qu'il y a une vraie note d'espoir là-dedans. Et on en parlait hier soir avec Marie après avoir revu le film. Just because we were talking about the intergenerational relationships last night, about, you know, this relationship, Yeah. And his relationship with Neil, and Yeah. Originally, it looks like when the two brothers meet on the quay, and they're kind of using Neil as a pawn, like, do you want to come with me? No, do you want to come with me? And so he's used as a sort of a weapon between the two of them. And then Neil does decide to stay with him, and then they have such a lovely relationship. I find it's just, as Mark said earlier, we haven't seen it for 6 years, and so I found it really much more moving now watching it 6 years later, and also the actor who plays Neil is my son. And the actor that plays his father, Stephen, is my ex-husband, Maurice, son père. And I found it very moving this time to watch it again. But I do love the relationship and the relationship with Ed, and so there do seem to be these sort of relationships between the two ages. I think that you get that in small communities. Yeah. Alors, en effet, on pourrait dire au début qu'il y a cette dynamique entre les deux frères et le fils de l'un, le neveu de l'autre, où ils se disputent un peu comme un pion, comme voilà, une arme qu'ils veulent manier. Mais après, quand Neil décide de rester avec son oncle Martin, il y a une très belle relation qui se développe entre les deux. Et le fait de voir le film 6 ans plus tard, je l'ai trouvé vraiment très touchant, et cette relation très touchante. Et je voulais dire aussi que l'acteur qui joue Neil est mon fils, et que l'acteur qui joue Steven est mon ex-mari. Donc voilà, il y a quelque chose de vraiment très touchant dans le fait de revoir le film, et surtout par rapport à cette relation entre les différents âges. Et Marc a rajouté que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans les petites communautés en particulier. Bon, je crois que j'ai plus qu'une seule question, mais elle est importante, je crois que toute la France se la pose. C'est, je la glisse maintenant, après je passe la parole. C'est qu'en a pensé le couple royal. When did the royal couple think of the movie? I'm being filmed, so I've got to be careful. Yeah, okay, well, I'll tell this story. So, Ed's brother's girlfriend is friends with a guy called Tom. And Ed's brother said to Ed, Tom's mum and stepdad really like bait. And I said, what's Tom's surname? And he said, Tom Parker Bowles. I thought, I know that name. And about an hour later, I went, shit. So,
his mum is Camilla Parker Bowles, and his dad is the king. And I thought, no, this film isn't for you. Alors, donc, pour la petite histoire, on s'est raconté pendant le film, pendant le dîner, c'est que donc, le frère de Ed, ou la sœur de la copine du frère de Ed, connaît un certain Tom, et ce Tom lui a dit que sa mère et son beau-père ont beaucoup aimé le film. Et du coup, j'ai demandé, Tom, c'est quoi son nom de famille? Et c'était Tom Parker Bowles. Et une heure plus tard, je me suis dit, mais attends, merde. C'est-à-dire Tom Parker Bowles, donc sa mère est Camilla Parker Bowles, et son beau-père est donc le roi d'Angleterre. Et je me suis dit, non, ce film n'est pas fait pour vous. Allez-y pour la dernière. Oui, bonsoir. Je voulais revenir à la question des générations, puisqu'on en parlait, parce qu'il y a quand même en fait la figure du grand-père, dont on n'a pas parlé, enfin, du grand-père, ou en tout cas de cet homme plus âgé qui a appris à plusieurs reprises. Et j'avais un peu l'impression qu'à la mort du fils, Neil, il y a en fait une espèce de lien qui se recrée entre toutes les générations en fait. Le grand-père est en quelque sorte là pour permettre à ses deux fils de renouer ensemble, et en fait la mort de Neil permet aussi de recoudre en quelque sorte le lien entre les générations. Et comme vous parliez tout à l'heure de la métaphore de la pêche comme métaphore aussi du cinéma, je me dis que ça a une belle image aussi de la façon dont vous procédez, de repartir aussi du cinéma muet ou de choses qui viennent du passé pour faire des choses nouvelles en fait. Donc il y a vraiment aussi un lien, je trouve, en profondeur dans le temps. Pas mieux. Yeah, thank you. There is a shot earlier in the film where you see the grandfather and the nephew together looking over the wall. And at that point in the film, you don't realize either of them are dead. It's just a very quick shot of the two of them. And the shot at the end where the three of them are on the boat looking back and they see the nephew on the beach, that was going to be the shot of the grandfather and the nephew looking over at the wall, looking back at them. But I showed it to a friend of mine, and he said, I loved the film. I loved the homage to Star Wars at the end. And I said, what do you mean? And apparently there's a shot in, I don't know whether it's Star Wars or Return of the Jedi, where you see Alec Guinness playing Obi-Wan Kenobi, and he's with somebody else who's, I don't know Star Wars well enough. But I thought I don't want people walking out of this film thinking about Star Wars. So that's why it's just the nephew at the end. But I do like that loop that generation is kind of the nephew's death brings the two brothers together. Yeah. Alors, il y a un plan plutôt dans le film où on voit en effet le fils et le grand-père. C'est un plan très rapide, on ne réalise pas que les deux sont morts à ce moment-là. Et il devait y avoir un plan où on voyait vraiment le grand-père et le petit-fils qui se regardaient, mais j'avais montré cette version à un ami qui m'avait dit qu'il avait adoré l'hommage à Star Wars dans le film. Il m'avait parlé d'une scène avec Alex Guinness qui joue Kenobi qui regarde quelqu'un d'autre. Je ne sais pas très bien parce que je ne connais pas assez bien Star Wars pour savoir de quoi il s'agit spécifiquement. Mais je me suis dit que je ne voulais pas que les gens sortent de mon film en pensant à Star Wars et du coup ce plan n'existe pas. Et voilà, du coup on voit juste ce grand-père d'un côté, mais en effet la mort de Neil est quelque chose qui rapproche les deux frères. It's Yoda. It's Obi-Wan Kenobi and Yoda. And that's the last thing I want to finish the film with. On finit sur cette référence à Obi-Wan Kenobi et Yoda. Ouais, et c'est la dernière chose qu'il voulait pour qu'on évoque en parlant de son film, et c'est quand même sur Yoda que se terminera ce débat. Bravo. Merci à Laura, Mary et Marc pour cette belle rencontre. Merci à eux et à la CIE. Well, thank you. Brilliant.
I would never have said to have the debate on debate. No Yoda. You're great. You guys are great today.